Yosh, bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 929 de One Piece, un chapitre qui met en place encore une fois plusieurs mystères, notamment sur Wano Kuni, ainsi que le Shogun et Kaido. Pas plus de blabla, commençons cette review. Premièrement, le chapitre commence avec Franky. On le voit courir dans tous les sens et questionner beaucoup de monde après que le vieux charpentier avec qui il travaillait lui ait dit que les plans de la demeure de Kaido n'étaient plus en sa possession. Il arrive donc à la conclusion que les plans étaient à Kuri et en informe Kinemon, qui semble avoir une petite idée sur la personne qui aurait pu voler ses plans. Pour ma part, je n'ai absolument aucune idée de qui ça pourrait être. À part peut-être Itetsu, le descendant du forgeron qui était avec Otama, vu que c'est la seule personne de Kuri qu'on connaît qui porte un masque, mais sinon je ne vois vraiment pas qui ça pourrait être. On voit aussi les Minks, sous les ordres d'Ino Arashi, qui ont volé de la nourriture et des armes. Je pense que comme je l'ai dit dans l'une des reviews précédentes, que les armes ainsi que la nourriture seront remis au peuple afin de commencer la révolte. Et on apprend qu'Ino Arashi a expressément demandé aux Minks de laisser une carte faussement signée de Shutenmaru afin certainement de ne pas trahir leur position en détournant tous les soupçons sur des bandits déjà présents, donc la bande à Shutenmaru. Et on retrouve ensuite notre samouraï préféré, à savoir Roronoa Zoro, qui s'était paumé dans le désert de Kibi, et qui a dégoté un fan, et surtout un personnage très singulier, du nom de Tonoyasu, qui est un porteur de tambour. Je ne sais pas encore quelle sera son utilité, mais de par son chara-design, je trouve qu'il ressemble beaucoup au Shogun, et donc à voir quelle sera son utilité dans ce qui nous attend. On apprend donc que Zoro s'est tapé avec des Yakuza du clan Kyoshiro, les mêmes que Sanji avait explosé, car il a parié gros et n'arrêtait pas de gagner. Bref, Zoro arrive donc à la capitale des fleurs et il dit une chose très intéressante, qu'il a l'impression d'avoir déjà vu cet endroit. Donc nul doute que ça a un lien avec son passé, peut-être qu'il a vécu ici étant jeune, ou je ne sais quoi d'autre. Bref, la capitale des fleurs est aussi et surtout où se trouve la demeure du shogun Orochi. Et justement, ce dernier est en train de s'entretenir avec le CP0. CP0 qui, je vous le rappelle, représente le gouvernement. Or, normalement, le gouvernement ne doit avoir aucun lien avec Wano, donc c'est vraiment louche. Et lors de cet entretien, on apprend des choses très intéressantes. Déjà, on apprend surtout que le CP0 était en contact avec Doflamingo, ce qui n'est pas vraiment une surprise vu que leur première apparition était à Dressrosa. Par contre, Doflamingo est un putain de BG. Ce mec était partout, il a joué dans absolument tous les domaines. Pirate, pègre, gouvernement mondial, comme il l'a dit lui-même, il tenait certainement les rênes du monde. La preuve en est que la perte de Joker est ce qui a poussé le CP0 à venir traiter avec le Shogun, et cette transaction est d'une telle importance que le CP0 panique. De plus, grâce à ça, le Shogun peut demander n'importe quoi en échange, et même si dans un premier temps il accepte les navires de guerre que l'Aegis l'a proposé, il demande pour la prochaine fois ni plus ni moins que le meilleur scientifique du monde, le docteur Vegapunk. Et franchement, Vegapunk est l'un des noms que je n'attendais pas du tout dans cet arc-ci. Donc franchement, le voir ici à Wano Kuni, ça pourrait être très intéressant, surtout dans la grande guerre qui s'annonce. Et du coup, on est en droit de se poser la question suivante. Qu'est-ce que le gouvernement a tant besoin qui pouvait justifier le fait de garder Doflamingo en vie? Car je vous le rappelle, il connaissait le trésor de Marijois, trésor qui pouvait mettre le monde sans dessus dessous. Et qu'est-ce que le Shogun a à offrir et que Doflamingo pouvait avoir pour pouvoir se jouer ainsi du gouvernement mondial? Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais je sais surtout ce que ce n'est pas. Ce n'est ni des armes, ni des smiles. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le gouvernement a en sa possession le docteur Vegapunk, donc les armes et les fruits du démon artificiel, ce n'est pas un problème pour eux. Donc affaire à suivre. Autre chose très intéressante de cet entretien, c'est la puissance de Kaido. Le Shogun le dit lui-même, même si le Cypher Pole et la marine s'unissent, ils ne viendront jamais à bout de Wano, car Kaido est de son côté. Et putain, mais comment un seul être peut dissuader le monde entier de s'attaquer à un pays? Quel est le secret de Kaido? Franchement, rien que d'y penser, j'en ai des putains de frissons. Bref, on retrouve ensuite le Shogun dont on voit enfin le visage en train de se faire un bon festin accompagné de Komurasaki et de plusieurs geishas dont Robin. Donc très certainement qu'elle va essayer d'approcher le Shogun lors de cet événement et pourquoi pas en apprendre davantage sur Komurasaki. Et le chapitre se finit en roulement de tambour. On retrouve Law et Sanji qui vont se cacher car deux des plus puissants hommes de Kaido, hormis les calamités bien entendu, sont là. Diez Drake et Page One, possédant respectivement les Zoan antiques de l'Allosaure et du Spinosaure. D'ailleurs, petite remarque,
lors de l'apparition de ces deux-là, on découvre le nom de leurs fruits du démon, qui sont tous deux les Ryu-Ryu-no-Mi. Tous deux des modèles de Zoan antiques, qui diffèrent donc, comme je vous l'ai dit, l'un l'Allosaure et l'autre le Spinosaure. Et donc de par la révélation du nom de leurs fruits du démon, je pense très fortement que Kaido possède lui, le Ryu-Ryu-no-Mi, modèle Zoan mythique du dragon. C'est pas nouveau, je pense que vous avez tous deviné, mais c'est juste pour clarifier le nom, le nom officiel du fruit du démon de Kaido. Hawkins est aussi de la partie et on comprend qu'ils ont été convoqués, certainement par Kyoshiro vu qu'ils sont ici pour tuer Sanji. Pour revenir sur l'apparition de Drake et de Page One, vu qu'ils ont été cités comme étant des septuplés, je pense très certainement que Kaido possède dans son équipage 7 personnes possédant des Zoan antiques de type dinosaure, dont ces deux-là, Drake et Page One. D'ailleurs, concernant Page One, dites-moi que je ne suis pas le seul à être allé voir la première page du chapitre pour voir s'il n'y avait pas une petite référence. Mais j'ai rien trouvé, donc je suis con, j'espère que vous l'êtes aussi avec moi, soutenez-moi, allez, pouce bleu. Du coup j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer. Selon moi les supernovas ne sont pas de ceux que l'on domine. Et donc à la manière de Capone, je pense que tous ceux qui sont sous les ordres de Kaido ne rêvent que de le voir mort. Donc pour moi une alliance entre supernova est très probable et maintenant plus que nécessaire pour pouvoir vaincre le monstre de puissance que semble être Kaido. Et les supernovas ayant eu donc contre lui ne manquent pas. Kid, Law, Luffy, Zoro, Killer, Hawkins, Drake et Apu. Donc affaire à suivre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette guerre de Wano Kuni semble bien se profiler. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de ce chapitre. Dites-moi si vous avez des théories concernant Kaido, Jazz Drake, les supernovas, etc. Sur ce, c'était Roy-sama, portez-vous bien, nous on se dit à très bientôt, Janné. Thank you.